Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre Inside the Doc du 21e FIFO. Aujourd'hui, nous allons parler du film The Giants réalisé par Laurence Villette et nous aurons le plaisir de l'accueillir pour cette rencontre qui sera menée en français. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Villette, la réalisatrice du film The Giants, pour cette rencontre autour de son film. Laurence, bonjour. Bonjour Mariva. Et puis bienvenue, merci de nous consacrer ce petit moment pour parler de ton film, qui est présenté en compétition du 21e FIFO, qui se déroulera du 2 au 11 février 2024. Bon, oui, merci de m'accueillir et bonjour à tous les gens qui nous regardent. Et puis félicitations pour ce grand film et puis la sélection au festival. Merci beaucoup. Ça devient un peu une habitude. C'est le deuxième film que tu nous envoies et qui est présenté en compétition. Oui, je suis ravie. Freeman a été passé en 2020. C'est ça. Et malheureusement, ça avait été l'année du Covid. Donc, on n'avait pas eu le plaisir de se rencontrer de visu. Mais j'espère pouvoir venir cette fois-ci voir le festival en direct et non pas sur un écran. Complètement. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'idée de départ du film? D'où est venue cette idée de film? Alors, c'est un film que j'ai co-réalisé avec Rachel Anthony, qui est également franco-australienne. Et en fait, tout a commencé des grands feux qu'il y a eu en Australie à l'été 2019-2020. C'est des feux qui ont été un petit peu finalement en amont de ce qui s'est passé cette année dans le reste du monde, en Californie, au Canada, en Grèce, etc. C'est des feux qui ont été d'une ampleur jamais vue en Australie. Les feux arrivent tous les étés, c'est assez traditionnel. Mais ça a été d'une ampleur extraordinaire. Oui, on les voyait depuis la Lune. Depuis la Lune, des 20% des parcs nationaux sont partis en fumée, des milliards d'animaux sont morts. C'était des distances incroyables à l'échelle de la France ou de Tahiti. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était vraiment inimaginable et qui nous a beaucoup, avec Rachel, touchés. Et on a eu envie de faire quelque chose sur la forêt parce que dès la fin des feux, donc ces feux ont duré des mois et des mois, et dès qu'ils ont finalement été éteints, tout de suite après, les camions de logging sont arrivés pour abattre la forêt et ont redoublé d'efforts pour abattre les arbres parce qu'effectivement, comme ils avaient perdu une partie de la forêt due aux incendies, ils ont multiplié par 2 l'abattage d'arbres dans les forêts qui étaient encore en vie. Donc, c'était l'absurdité de tout ça qui nous a vraiment touchés. On avait envie de faire un film là-dessus, puis surtout, on avait envie de faire un film sur la forêt, sur les arbres, sur finalement ces endroits magiques et cet écosystème absolument d'une complexité extraordinaire qu'on connaît finalement si peu. On habite de plus en plus en ville, on est de plus en plus un peu déconnecté de la forêt, et notamment la forêt australienne, parce qu'en tant que Française, j'ai été vraiment stupéfiée finalement au départ de réaliser que les forêts primaires australiennes, en fait, c'est des forêts qui n'existent que dans très peu de pays au monde. C'est des forêts qui existent depuis l'ère du Gondwana. Et j'ai été stupéfiée d'apprendre que, par exemple, il n'y a aucune forêt primaire dans toute l'Europe occidentale. Toutes les forêts qu'on voit en France, en Allemagne, toutes ces grandes forêts en Angleterre, etc., c'est des forêts qui sont très, très jeunes, qui ont été plantées ou qui ont été repoussées il y a 100, 200, 300 ans, 400 ans. À l'échelle d'une forêt, c'est rien du tout. Et donc, on a ces forêts absolument extraordinaires en Australie et on les coupe pour faire du papier toilette. Donc, ça a été un petit peu à perte. Ça perd aussi, c'est une industrie qui perd des millions, qui est subsidiée, qui est payée par l'État australien. Donc, il y a très peu de logique dans tout ça. On avait envie de faire un film de la forêt. On avait surtout envie de faire un film qui parle de la forêt un petit peu différemment et qui nous fasse connecter émotionnellement avec cette forêt. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Si vous avez vu le film, vous voyez qu'on a collaboré avec plein de gens pour essayer de trouver une nouvelle façon de montrer les arbres au cinéma. Oui, exactement. Et oui,
les spectateurs se rendront compte rapidement. Donc, c'était l'idée de départ. Comment cette idée a évolué, comment le script s'est développé par la suite? Oui, parce qu'effectivement... Parce que bon, on ne s'arrête pas à juste parler des forêts. C'est un film sur Bob Brown. Voilà. Voilà, exactement. En fait, quand on parle de forêt en Australie, le chemin mène rapidement à Bob Brown, qui est effectivement un écologiste, un grand caractère de l'histoire australienne, un grand personnage australien. Il est plus connu finalement dans sa posture de costume-cravate au Sénat, puisqu'il a passé une 15e année en politique en Australie. Pour ceux qui ne le savent pas, il a fondé le Parti écologiste australien, qui était le premier parti vert au monde. Et ensuite, la plupart des Australiens le connaissent comme homme politique finalement. Il a un peu oublié son itinéraire absolument extraordinaire. Oui. Et d'activiste. Mais c'est vrai qu'il a passé presque 16 ans, j'ai regardé, il a passé 15 ans, 11 mois, 14 jours. Il lui manquait 2 semaines pour faire les 16 ans au Sénat. Oui, et donc on l'a beaucoup vu dans cette posture, costume, cravate, interviewé devant le Parlement. Vous savez, le mode news, journal du soir. Et c'est vrai que ça a été extraordinaire de redécouvrir toutes ces images de son engagement d'activiste finalement depuis le départ, depuis les années 70, qui a été un engagement écologiste et puis finalement aussi par nécessité un engagement LGBTI, puisqu'il était homosexuel et qu'à l'époque en Australie et particulièrement en Tasmanie c'était la peine de prison. Et donc, il a été, à l'échelle australienne, une personne très importante, mais aussi à l'échelle mondiale, parce qu'effectivement, par exemple, il a été un des premiers, si ce n'est le premier, c'est difficile de prouver, d'identifier ça, mais il est le premier ou un des premiers hommes politiques gays élus dans le monde, puisqu'il a été élu en 83, et qu'à l'époque, personne n'était ouvertement gay. Donc, ça a vraiment été quelqu'un qui a été un pionnier, une personnalité extraordinaire. Et donc, on s'est dit, et bon, c'est vrai que moi, je sortais du film sur Freeman, qui est une grande icône australienne, donc ma tête devait être dans les icônes australiennes, et on a eu envie de faire un film sur les arbres et sur Bob, et de mêler les deux vies, la vie humaine, la vie de la forêt, et d'explorer les connexions entre le monde humain et le monde de la forêt, qu'on a bien oublié, ces connexions-là, mais qui sont bien réelles. Oui, d'accord. Justement, le film inclut des séquences assez extraordinaires des arbres centenaires des forêts primaires australiennes. Sans trop en dire, est-ce que tu peux tout de même nous expliquer pourquoi ces séquences ont été utilisées et puis aussi comment elles ont été fabriquées? Oui, alors, c'est vrai que quand on essaye de faire un film sur les forêts, sur un plan cinématographique, c'est compliqué parce que vous pointez votre caméra à un arbre et il ne se passe absolument rien. tout se passe finalement dans un monde qu'on ne voit pas à l'œil nu en tant qu'être humain. Déjà, on est positionné au mauvais endroit. On est à même le sol. L'arbre, la plupart de ce qui se passe dans la vie de l'arbre se passe sous terre ou se passe tout en haut de la canopée. Donc nous, entre humains, on est très très mal positionnés aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe. Et en plus, nos yeux ne voient rien puisque tout se passe vraiment dans un monde, dans un univers qui est pas visuel. Enfin, en tout cas pour nous. Donc on a voulu essayer d'ouvrir un peu ce monde-là, et on a fait quelque chose qui avait pas été encore fait, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec l'université de Tasmanie pour scanner en 3D ces forêts qu'on a filmées, ces arbres qu'on a filmés. Donc on les a scannés avec des lasers, des scanners laser et des drones à terre et en l'air. Et on a travaillé avec d'ailleurs un artiste français qui s'appelle Alex Le Guillou, qui est basé en Bretagne, et qui avait développé un intérêt et une passion pour justement animer des données de scanner en animation visuelle de ce qu'on appelle point cloud, ce que vous voyez sur le film. C'est donc l'animation de ces données-là. Et moi, je trouvais ça absolument féerique et d'une certaine façon aussi, bien que ce soit évidemment une animation de données réelles, je trouve que ça a un côté vraiment imaginaire, magique, et qui rend compte de la complexité d'une forêt finalement,
et des interconnexions qu'il y a entre le sol, l'arbre, les feuilles, le soleil, l'air, etc. Et donc, on a travaillé avec lui. On lui a envoyé toutes ces données par Internet. Il a travaillé avec nous de France. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit peu, je dirais, un regard sur la complexité de ces forêts, quand on lui a envoyé toutes ces données, donc on a scanné des arbres d'une centaine de mètres de haut, qui étaient dans ce scan à 2 mètres du scanner. Et Alex m'a appelé complètement paniqué en disant je ne vois pas l'arbre, l'arbre est où? Et ça témoigne de la richesse d'une forêt primaire par rapport à une forêt telle qu'on en voit en France, où si vous scannez un arbre, vous avez de l'air et vous avez l'arbre. En Australie, il y a une végétation sous l'arbre, à côté de l'arbre, des fougères, toutes des couches qui sont uniques à une forêt primaire qui les rend absolument uniques au monde. Et on s'en rendait compte dans le scan à tel point que le scan était dense. Et donc on a animé ces séquences et on les a évidemment après montées avec des images réelles et ces images d'animation pour permettre aux gens un peu de s'évader dans une espèce de paysage un petit peu plus ludique et qui donne plus envie qui est plus immersif aussi et qui ouvre, je trouve, l'imagination. C'est-à-dire que quand on est dans ces animations-là, on est plus dans une espèce de réflexion sur ce qu'on voit et puis je trouve que ça ouvre un petit peu l'imagination en fait plutôt que d'être dans du factuel pur. Et puis on a travaillé évidemment avec beaucoup de scientifiques australiens qui sont assez pointus sur la forêt primaire puisque évidemment ils étudient ces forêts-là au quotidien pour essayer de nous donner des explications sur ce qui s'y passe et de nous rendre les choses un petit peu simples parce que c'est vrai que c'est un univers qui est un peu complexe, qui peut être un peu complexe. Et donc, on a eu envie de populariser un peu cette science-là pour qu'on nous explique de manière un petit peu simple ce qui s'y passe avec un langage qu'on peut comprendre, que tout le monde peut comprendre. Et on s'est rendu compte avec fascination qu'effectivement, il y a beaucoup de points communs entre la façon dont les arbres vivent, naissent, grandissent et puis ensuite meurent et nous-mêmes et notre propre vie. D'accord. Et c'est d'autant plus remarquable que, comme tu disais, l'objectif était de rendre accessible un discours scientifique. Je trouve que dans le film, c'est très bien fait. Et sur ce point-là, comment est-ce que vous avez travaillé avec les scientifiques? Enfin, est-ce que vous avez eu besoin de gens pour faire un peu les interprètes ou le contact c'est fait naturellement? Oui, enfin déjà on a choisi des scientifiques qui avaient je dirais un certain talent aussi pour pouvoir parler de ces choses-là. Et puis non, après c'est vraiment une question d'essayer de leur poser des questions auxquelles ils peuvent répondre de façon simple et puis de les guider dans cette direction-là. Il y en a beaucoup de scientifiques vraiment sont très très alarmés par la situation dans laquelle on est, je dirais globalement dans le monde, mais particulièrement aussi en Australie et particulièrement par rapport à nos forêts et l'état de destruction constante de nos forêts. Et donc il y avait aussi je dirais, on a été touchés par le fait que beaucoup de ces scientifiques étaient motivés de trouver une façon et des mots pour parler au public, au grand public. C'est pas c'est pas leur vocation, mais ils avaient conscience que c'était important qu'ils arrivent à le faire, justement pour essayer de sensibiliser le grand public à la cause de la forêt. Donc on a trouvé des gens qui ont par le biais du film exploré des nouvelles façons d'exprimer, de parler de leur travail. Et ça a été une aventure super également avec certains de ces scientifiques. Oui, j'imagine que ça devait être passionnant. Et ouais. Plutôt tu disais que l'utilisation des techniques d'imagerie pour représenter la forêt donnait un aspect un peu magique. Et c'est vrai que je trouve que ce côté mystique, lorsqu'on explore la forêt, est renforcé par le contraste qu'il y a dans les séquences où on voit des humains, des hommes, quand il y a les interviews, quand il y a des séquences d'archives avec Bob Brown.
Et ce contraste entre les deux fait que ça renforce cet aspect mystique des choses, des choses de la forêt. Est-ce que c'est un choix de réalisation, un choix artistique, ou bien ça s'est fait un peu par la force des choses, puisque les interviews C'était un choix artistique. Oui, c'était un choix artistique de mêler un petit peu la frénésie de la vie humaine, qui est vraiment cette espèce de quête humaine du progrès, de toujours vouloir faire quelque chose, abattre un arbre, construire une maison, et particulièrement en Australie, c'est un vrai projet national. Et cette espèce de frénésie humaine contrastée avec le monde de la forêt qui évolue à une échelle qui est complètement différente de la nôtre. Notre vie, elle est 60, 70, 80, 90 ans. Un arbre, c'est en Australie, ces arbres, c'est 200, 300, 400, 500, 1000 ans. 2000 ans, oui. Et pour certains 4000 ans. Donc pour eux, notre vie, c'est ils sont sur. Il y a quelqu'un qui dit ils vivent en slow motion, au ralenti. Mais c'est ça aussi le côté comprendre l'échelle temps de la forêt. Ça fait partie, je pense, de la compréhension qu'on doit avoir de la forêt. C'est qu'elle évolue pas sur notre même échelle de temps. Et donc on avait envie évidemment de créer une espèce d'aura temporelle un petit peu différente autour du monde de la forêt, et entre ce contraste entre la frénésie humaine, notamment dans le combat écologique qui est quand même encore et encore plus que jamais vraiment quelque chose de frénétique, de balancer, de passer de l'un à l'autre. Et en fait, je pense que en tout cas, il y a une espèce de répit en fait qui se passe quand on se retrouve dans le monde de la forêt, qui est appréciable. Et on peut après réattaquer le monde humain avec un peu plus d'énergie avant de revenir. Donc il se passe un peu quelque chose, je pense, pour l'audience entre l'un et l'autre, entre ce monde de la forêt, le passage de la monde de la forêt et le monde humain. Donc oui, c'était un choix de départ, et puis après finalement une réponse un peu aussi aux images et au discours qui nous a été fait. Une des choses moi qui m'a beaucoup touchée, c'est que nos scientifiques ont passé beaucoup de temps à nous expliquer des choses qu'ils ont compris, qu'on vient juste de comprendre. Il faut savoir que le monde de la forêt, c'est à la pointe de la science. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On a envoyé des gens sur la Lune il y a 60 ans, mais on vient juste de découvrir que les arbres communiquent entre eux. Moi, je trouve ça fascinant. Qu'on est la science ne vient juste de découvrir ça. Et donc, c'est une science qui est assez à la pointe, parce que finalement, on est en train vraiment de gratter à la surface de l'iceberg, là, pour savoir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. Donc, on a des scientifiques qui nous ont expliqué, ils sont tous vraiment à la pointe de leur sujet, ces choses-là. Et puis, on a parlé avec une femme tasmanienne aborigène, qui est dans le film, et Teresa Santi, et qui n'est pas scientifique, et qui nous a expliqué comment elle et sa communauté voyaient la forêt. Et ce qui était fascinant, c'est que la façon dont elle a décrit la forêt était exactement mot pour mot comment les scientifiques nous ont expliqué la forêt quand ils ont essayé de nous en parler de manière simple. Et donc, il y a une espèce de regroupement entre ce que nous, à la pointe de la science, on est en train de découvrir et ce que les aborigènes australiens ont toujours su. Et ça, c'était, je trouve, quelque chose qui est aussi très, très poignant et très intéressant en termes de prendre conscience de ça, que parfois les réponses sont devant nous et qu'il faut qu'on écoute un peu mieux ce qui se passe. Et donc, il y a une espèce de mystique aussi là-dessus. Dans la forêt, on a eu la chance de collaborer avec Teresa Santi, qui nous a parlé du monde de la forêt vu par les aborigènes. Et c'est vrai que c'est assez émouvant et poignant. Et finalement, ça recoupe exactement ce qu'on est en train de découvrir dans les laboratoires. D'accord. Donc bon, on en parle depuis le début de cette interview, mais évidemment, le film a une forte vocation écologique. Jusqu'à présent, quels sont les retours du public que tu as eu? Ça a été extraordinaire parce qu'en fait, c'est vrai que moi, Rachel et moi, on n'avait pas envie de faire un film écologique. Moi, je regarde très peu des films écologiques parce que je trouve que c'est un petit peu stressant. C'est un petit peu stressant par nature. Oui, c'est un peu anxiogène, c'est vrai. Ouais, c'est anxiogène. Moi, j'aime pas trop regarder. On n'avait pas envie de faire un film
comme ça. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire un film qui célèbre la forêt et la vie de Bob Brown, qui est une vie extrêmement incroyable et qui nous parle des messages. On n'a pas parlé de Bob dans cette interview, mais il y a beaucoup de choses à apprendre de quelqu'un comme Bob Brown. Et c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup touché les gens. En Australie, il a eu un succès extraordinaire en salle, ce qui est top pour un documentaire, notamment après le Covid, pour un documentaire et pour un documentaire écologiste et politique, qui sont des thèmes qui sont pas forcément porteurs au cinéma. Il a eu un succès fou, et surtout, ce qui est encore plus vraiment super pour nous, c'est que c'est un film qui a vraiment bougé les gens. C'est-à-dire qu'il a eu vraiment un impact en Australie. Les gens ont envie de se dire, voilà, les choses ne vont pas changer parce que les couches politiques ne vont pas changer les choses pour nous. Et si on veut le changement, il faut se lever, il faut faire quelque chose. Et ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas forcément s'enchaîner à un arbre. Nous, on a fait un film avec Rachel. Ça a été notre façon de faire quelque chose. Oui. Voilà. Il y a des gens qui sont des graphic designers. Il y a des gens qui font de la compta. Il y a tout travail qu'on a. On peut se dire, qu'est-ce que je peux faire dans le cadre de mon travail pour changer les choses, pour faire quelque chose. Et ce film a eu cet impact-là, ce qui a été vraiment génial. Et donc, tous les jours, on a des messages, enfin, j'exagère quand je dis tous les jours, mais toutes les semaines, on a des messages de gens qui ont fait des choses, qui ont été inspirés par le film, et qui ont fait des choses, et ça a bougé aussi les lignes sur un plan politique, parce que l'issue de native forest logging, c'est qui est de ce dont on parle, est devenu maintenant vraiment un sujet national, alors qu'il avait vraiment été oublié par la cause écologique et politique. Et maintenant, c'est devenu vraiment à nouveau un sujet dont on parle beaucoup. Et donc, nous, on a essayé depuis 6 mois que le film est sorti. On a travaillé avec tout un tas de gens pour justement essayer de pousser ce message-là, que les gens voient le film, mais qu'aussi qu'ils fassent quelque chose et qu'ils contribuent à essayer d'obtenir la fin du défrichage des forêts primaires en Australie. D'accord, ok. Et donc, ça a été vraiment quelque chose d'extra. Et alors, on est ravis d'être à FIFO, évidemment, parce que c'est finalement la première fois que le film va passer à l'étranger, entre guillemets. Et on a hâte de voir si effectivement le film va pouvoir passer en France ou dans d'autres pays, puisque plus la communauté internationale se saisit de ce problème, mieux c'est. Parce que on peut pas dire au Congo et à d'autres pays d'arrêter de défricher leurs forêts si un pays comme l'Australie, qui est le pays le plus riche au monde par habitant, ne peut pas faire ça, prendre cette décision elle-même. Exactement. Donc on a aussi on est un modèle, on doit montrer la voie. Il n'est pas acceptable pour l'Australie, qui est un pays si riche, de continuer à des pratiques aussi désuètes et aussi destructives. Et donc, la communauté australienne est en train de se rallier là-dessus, mais le plus la communauté internationale fait du bruit là-dessus aussi, le mieux c'est. Donc, on a espoir que le film, quand il sera vu à Tahiti, puisse aussi générer un peu un débat là-bas, que les gens disent à l'Australie ce qu'ils pensent. Oui. Mais écoute, c'est super parce qu'en plus, en une réponse, tu as répondu à 2 questions. Et puis bon, on me fait signe qu'on est un peu à court de temps. Est-ce que il y a quelque chose que tu veux ajouter pour justement encourager nos spectateurs à aller voir le film? Oui, ce qui serait super, c'est qu'en fait, on a un site qui s'appelle thegiantsfilm.com, sur lequel on a plein de contenus nouveaux, et aussi des contenus sur quoi faire si vous avez envie de faire quelque chose, si la cause de ces forêts primaires australiennes vous ont touché et que vous voulez faire quelque chose. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, de l'étranger également. Et on a une liste qui s'appelle une page qui s'appelle Take Action, pour soutenir, pour participer au mouvement et aussi soutenir les gens qui ici se battent pour la fin de cette pratique. Donc, je vous encourage, si vous avez aimé le film, d'aller sur le site et puis de nous suivre sur les réseaux sociaux également, The Giants Film. D'accord. Merci infiniment, Laurence. Merci beaucoup pour ton temps et de nous avoir rejoints pour cette rencontre. C'était un plaisir de discuter avec toi et j'espère que les spectateurs sentiront
la ferveur qui t'anime et qui a sans doute formé ce film. Ben, je suis ravie. Pour moi, c'est spécial d'être à FIFO, étant française, mais j'habite en Australie depuis 20 ans. Oui. Et donc d'avoir cette connexion avec la France via ce festival, c'est super pour moi également. Donc je suis vraiment ravie que vous souteniez mes films. Avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.